Donc maintenant, dans cette seconde partie, suite à la description de la circulation et de la circulation pulmonaire et de la circulation systémique, on va s'intéresser à la structure des vaisseaux sanguins et on va relier cette structure à leur fonction. Et dans un premier temps, on va plutôt parler de l'histologie des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire l'étude des tissus des vaisseaux sanguins. Et on va se rendre compte que nos vaisseaux sanguins, que ce soit les artères et les veines, sont composés de 3 grandes couches de tissus. Une première qu'on va appeler l'intima, qui est la couche la plus interne, donc dans les deux types de vaisseaux. Cet intima, c'est aussi l'unique couche que l'on retrouve au niveau des capillaires. Donc on l'appelle intima parce que c'est la couche la plus intime avec le sang, donc la plus interne, celle au contact direct du sang. Dans les artères comme dans les veines, cette intima, elle, est composée d'un endothélium, qui est le tissu directement en contact avec le sang, et d'une couche sous-endothéliale qui est située juste en dessous de l'endothélium, donc un peu plus à l'extérieur que l'endothélium. Notre intima dans le capillaire, elle est composée uniquement d'un endothélium, et cet endothélium est fort simple puisqu'il est constitué d'une unique couche de cellules. C'est ce qui va garantir les échanges faciles de gaz et de nutriments entre le sang qui est à l'intérieur des capillaires, et les cellules des tissus environnants. Donc si je reviens sur mes artères et mes veines, elles sont composées d'une deuxième couche de tissu qu'on appelle la média. Média, ça veut dire moyenne, donc c'est la couche moyenne, la couche du milieu. Et une dernière couche compose nos deux types de vaisseaux, artères et veines, c'est l'adventice, adventice qui veut dire enveloppe, et c'est également une adventice qu'on retrouve à l'extérieur, sur la couche la plus externe de notre tube digestif. Ce que l'on va retrouver dans les artères également, que l'on ne retrouve pas dans les veines, ça va être les limitantes élastiques, donc internes et externes, qui entourent la média. Donc la partie la plus interne, à l'intérieur de la média, c'est la limitante élastique interne, et celle qui est la plus externe par rapport à la média, la limitante élastique externe. Donc ces deux limitantes élastiques, on ne les retrouve pas dans les veines. Par contre, on retrouve dans les veines une particularité, ça va être l'intima qui va faire des replis qu'on va appeler valves ou valvules, qui vont garantir un sens de circulation du sang et éviter un retour du sang en arrière. L'intérieur des vaisseaux s'appelle la lumière, d'accord? Donc l'intérieur de mon artère, la lumière de l'artère, l'intérieur de la veine, la lumière de la veine, et également à l'intérieur de mon capillaire, ça s'appelle la lumière du capillaire, et c'est à cet endroit, au niveau de cette lumière, que circule le sang. Donc la lumière, pour rappel, c'est l'intérieur de tous les organes creux. Donc, par exemple, l'intérieur de votre estomac, ça s'appelle aussi la lumière de l'estomac. Donc les capillaires qui sont organisés, pour rappel, en réseau. Si je récapitule tout ça dans un schéma, je peux dire que la structure de mes artères, de la paroi de mes artères complète, elle est épaisse, rigide, à la fois élastique et musculaire. Donc après, ça va dépendre du type d'artère, mais si je parle après des artérioles, on n'aura plus la composante élastique, vous verrez. Et mes veines, elles ont une structure qui va être plus mince et plus déformable, comme nous allons le voir. La structure du capillaire, elle est très fine. On l'a vu, une seule couche de cellules qui compose l'intima. On va retrouver 3 couches différentes dans les artères et dans les veines, une seule couche dans le capillaire. Donc cette seule couche dans le capillaire, c'est l'intima, qui est l'endothélium qui repose sur une lame basale. Donc pour rappel, l'endothélium, c'est un tissu particulier, c'est un épithélium, donc endo, ça veut dire intérieur, d'accord, et c'est en fait le terme qui va désigner les vaisseaux, l'épithélium des vaisseaux sanguins, on l'appelle endothélium, c'est plus précisément ce terme-là qu'on utilise. Et si vous vous souvenez de votre cours sur les tissus de première année, les épithéliums, leur caractéristique, c'est qu'ils reposent toujours sur une lame basale. Donc c'est pour ça que c'est précisé à chaque fois que votre endothélium repose sur une lame basale, qui fait la limite avec le tissu d'en dessous. Donc votre endothélium, vous le retrouvez sur les 3 types de vaisseaux, artères, capillaires et veines. La seule différence, ça va être que le capillaire, là ce n'est pas précisé, mais il est constitué d'un endothélium qui ne contient qu'une seule couche de cellules, ce qui n'est pas le cas pour les artères et les veines. Et pour les veines, cet endothélium forme des replis qu'on appelle valvules ou valves. La tunique moyenne, qui est la média, que l'on retrouve dans les artères et les veines,
Alors, dans les artères, elle contient des fibres élastiques et des fibres musculaires lisses. Donc, je vous rappelle qu'elle est entourée donc d'une limitante élastique interne et externe, donc les fibres élastiques. Et pour les veines, la média elle est composée de fibres musculaires lisses. D'accord? Donc cette média on l'appelle aussi musculeuse, puisqu'elle contient des fibres musculaires dans les deux cas, dans les artères comme dans les veines. Et aussi, on distingue dans les artères et les veines une dernière tunique, qui est la tunique externe ou l'enveloppe qu'on appelle adventice. Pour les artères, cette adventice, elle est épaisse et elle est constituée d'un tissu conjonctif dense, innervé et vascularisé pour les plus gros vaisseaux comme l'aorte. Pour les veines, cette adventice ou enveloppe, elle est plus mince, mais également constituée d'un tissu conjonctif dense, innervé et vascularisé pour les plus gros vaisseaux comme les veines caves supérieures et inférieures. On va maintenant s'intéresser aux différents types de vaisseaux et on va commencer par les artères. Les artères qui transportent un sang qui va être à la fois sous haute et sous basse pression et sous forme de battements rapides. On va dire que le transport du sang dans les artères il se fait de façon pulsatile. Et quand je prends le pouls, je pose les doigts sur des artères en fait, et c'est ça que je sens, c'est les mouvements du sang à travers les artères. C'est exactement ça le pouls, et ça reflète en fait les contractions et le relâchement du cœur. Donc on va distinguer deux types d'artères. Les premières grosses artères, ça va être les artères élastiques. Elles ont un diamètre de 1,5 à 2,5 cm. Donc ça va être par exemple l'aorte, la carotide, les artères pulmonaires. Donc ces artères, on les dit élastiques parce qu'elles possèdent des fibres élastiques. Donc je vous rappelle les limitantes élastiques internes et externes. Et ces fibres élastiques vont les aider à jouer leur rôle. Elles vont être capables, ces artères, d'accepter une grosse pression de sang à la sortie du cœur. Donc je vous rappelle, votre cœur il va se contracter, donc d'abord les oreillettes puis les ventricules pour expulser le sang. Et du coup, mes artères élastiques, elles vont devoir être capables d'absorber cette grosse pression. Mon sang, quand il sort du cœur, il sort de façon discontinue puisque il fait des contractions, mon cœur, donc ça induit un flux sanguin discontinu. Et ces artères élastiques, elles vont pouvoir se déformer, puis reprendre leur forme initiale. Et au moment où elles vont reprendre leur forme initiale, elles vont transformer en fait ce flux discontinu qui est de sang à la sortie du cœur en un flux continu pour que le sang circule de façon continue dans le reste de la circulation. Donc on va dire que ces artères élastiques, elles se comportent comme un réservoir de pression. Le deuxième type d'artères que l'on possède, ce sont en fait les artérioles, donc les artères de petit calibre ou artères musculaires, qui ont un diamètre de 0,3 mm à 1 cm, elles sont beaucoup plus petites. Elles sont situées au niveau des membres et des viscères, donc les viscères ce sont les organes, et donc ce sont elles qui vont se transformer ensuite en capillaires sanguins. Ces artères, elles sont composées de nombreuses fibres musculaires lisses au niveau de leur couche moyenne, donc de leur média, et elles ne présentent pas de fibres élastiques. En revanche, ces nombreuses fibres musculaires lisses vont leur donner ce qu'on appelle une propriété de vasomotricité. Elles vont être capables, ces artères, de se contracter, de faire de la vasoconstriction si elles veulent diminuer leur diamètre, ou au contraire de se dilater et de faire ce qu'on appelle de la vasodilatation si elles veulent augmenter leur diamètre. Et ça va être en fonction de comment elles ont besoin de réguler le flux sanguin aux abords de différents organes. Si j'ai besoin d'apporter beaucoup de sang à un organe, par exemple un muscle qui fonctionne, dans ce cas-là, je vais augmenter la quantité de sang, donc augmenter mon diamètre de vaisseau, donc je vais plutôt vasodilater, c'est-à-dire relâcher les fibres musculaires qui composent la paroi de mes artérioles. Par contre, si mes artérioles elles sont situées au niveau d'un muscle qui va plutôt être au repos, je vais pas avoir besoin de beaucoup l'alimenter en sang. Donc dans ce cas-là, elles vont plutôt être en vasoconstriction, avoir un petit diamètre, et donc ça va être assuré par la contraction des fibres musculaires lisses de leur média. Donc mes petites artérioles, on l'a vu, elles vont se transformer en capillaires, donc les capillaires qui vont être organisés en réseaux, donc réseaux entre des artérioles et des vénules comme on l'a vu. Ces capillaires, donc exactement pareil que mes artérioles, ils vont être capables de faire de la vasoconstriction, de la vasodilatation en fonction de l'activité du tissu et donc des besoins du tissu qu'ils alimentent. Donc par exemple au niveau d'un muscle au repos comme nous l'avons vu précédemment, je vais être en vasoconstriction capillaire parce que là je n'ai pas besoin d'alimenter mon muscle en beaucoup de flux sanguin, donc je vais plutôt avoir des diamètres réduits.
Et autre propriété de mes capillaires, c'est qu'ils possèdent ce que l'on va appeler des sphincters précapillaires qui peuvent s'ouvrir ou se fermer afin d'adapter la quantité de sang. Et donc dans le cas où je suis face à un muscle au repos qui n'a pas besoin d'avoir un apport de sang important, je vais contracter mes sphincters précapillaires de façon à ce que le sang ne circule pas dans tout le réseau capillaire, mais alimente seulement le capillaire du milieu. Au contraire, si je suis face à un muscle en activité qui a besoin d'un fort apport sanguin, parce qu'il faut amener beaucoup d'oxygène, beaucoup de nutriments, etc., je vais essayer d'alimenter tout mon réseau de capillaires cette fois, donc je vais ouvrir mes sphincters précapillaires qui vont cette fois être dilatés. Je vais donc être face à un réseau capillaire vasodilaté et donc un flux sanguin plus important au niveau de ce réseau de capillaires. Pour rappel, les plus petits capillaires du corps ont un diamètre qui fait 5 micromètres, alors que mes globules rouges, quand ils sont sous leur forme arrondie, donc globules rouges qu'on appelle aussi hématies ou érythrocytes, érythro veut dire rouge, cyte veut dire cellule, et hémo veut dire sang. D'accord, donc mes globules rouges, quand ils sont sous forme arrondie, ils ont un diamètre de 7 micromètres, et en fait c'est grâce à leur forme concave, donc je vous rappelle qu'ils ont une forme un peu en creux au milieu, ils sont capables de se déformer, et c'est ça qui garantit leur circulation dans des vaisseaux sanguins qui peuvent atteindre un diamètre plus petit que leur diamètre global, donc un diamètre de 5 micromètres. Au contraire, si vous êtes face à une maladie comme la drépanocytose, vous allez avoir des hématies qu'on va dire falciformes, elles sont en forme de faux. Ça fait que elles sont moins déformables, ces hématies, elles circulent donc moins bien au niveau des capillaires sanguins, des plus petits vaisseaux, et donc c'est ça qui va être extrêmement douloureux et compliqué pour les personnes qui souffrent de cette maladie. Si je m'intéresse maintenant au dernier type de vaisseau, les veines, là il s'agit d'un système à basse pression, donc dans les veines, c'est là que nous allons retrouver les plus basses pressions du sang. La circulation, elle va être lente et continue, garantie par une paroi qui est mince et élastique, et cette paroi mince et élastique va donner à la propriété aux veines de se déformer. Elles vont être capables de se déformer énormément, et ça va leur permettre de jouer le rôle de réservoir de sang, parce qu'elles vont être capables d'accueillir un volume important de sang. Et donc on considère que le volume de sang dans les veines, il représente 65 à 70% du volume sanguin total dans le corps. Donc les veines, c'est le réservoir de sang du corps, grâce à leurs propriétés élastiques. Et donc, histologiquement, je vais être capable de reconnaître une artère parce que ça va être un vaisseau avec de grosses couches de tissu, d'accord là, on a une artère de plutôt gros calibre. À l'inverse, mes veines, on se rend compte que les couches de tissu qui composent la paroi, elles sont moins importantes en volume, en épaisseur, et surtout, on se rend compte que notre vaisseau est extrêmement déformé. Donc c'est comme ça qu'on va distinguer la veine de l'artère. Les paramètres vont garantir le retour du sang de la partie inférieure du corps vers le cœur. Donc on va d'abord avoir les fameux replis de la média, que l'on appelle valves ou valvules, qui vont pouvoir se fermer une fois que le sang est passé et permettre d'éviter un retour en arrière. D'accord, donc ça garantit la circulation à sens unique. Vous allez avoir également les muscles squelettiques, donc les muscles qui permettent les mouvements du squelette qui vont être à proximité des veines, qui quand ils vont se contracter vont jouer sur en fait la compression des vaisseaux, donc ça va comprimer les veines et ça va permettre de faire avancer le sang. Au contraire, quand ces muscles-là sont relâchés, c'est la fermeture des valvules qui va permettre de laisser le sang stagner dans la veine à l'endroit où il s'est accumulé, en évitant un retour en arrière. Puis quand mon muscle se contracte, ça ouvre les valvules du haut uniquement et ça permet de faire avancer le sang toujours dans un sens unique dans le but de retourner vers le cœur. Enfin, pour rappel, quand je suis directement à proximité du cœur, qu'est-ce qui garantit que le sang passe de ma veine, donc de mes veines caves supérieures et inférieures jusque dans le cœur? C'est la différence de pression. Je vous rappelle que le sang circule du compartiment où la pression est la plus haute vers le compartiment où la pression est la plus basse, toujours. Et donc mon sang il est plus haut, la pression est plus importante dans les veines caves supérieures et inférieures que dans mon oreillette droite, et c'est ça qui va faire que mon sang il va rentrer de façon passive dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit ensuite, puisque la pression dans le ventricule sera encore plus faible que dans l'oreillette. Donc ce sera tout pour la partie histologique des vaisseaux. Maintenant on va s'intéresser dans la partie suivante, deuxième petite partie de cours, plutôt à la vitesse de circulation des vaisseaux et enfin à la mesure de la pression artérielle qu'on appelle la tension. Je vous remercie pour votre attention.